Bonjour et bienvenue pour ce séminaire sur le raisonnement organisé par Paris Reasoning et le laboratoire Chart. Je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes de la complexité algorithmique appliquée à la psychologie. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que la complexité algorithmique, c'est une mesure, je vais vous expliquer ce que c'est bien sûr bientôt. C'est une mesure, quelque chose qui provient, donc on va commencer comme ça, quelque chose qui provient de l'informatique théorique et qui a des applications assez variées en psychologie. Ce serait l'un de mes messages, mais le message le plus important, c'est que en réalité, la complexité algorithmique, ça permet de débloquer un champ entier de la psychologie, ou du moins un élément d'un champ important de la psychologie qui est le bayésianisme, le nouveau paradigme dans le raisonnement. Vous savez que ce nouveau paradigme suppose que nous raisonnons en suivant les lois des probabilités et notamment nous raisonnons d'une manière qui est compatible, proche de ce qu'on obtiendrait en suivant les lois de probabilité et donc en particulier le théorème de Bayes, la formule de Bayes. Et parmi donc toutes les choses qu'on peut étudier dans ce cadre bayésien, eh bien, il y a notamment le raisonnement inductif et plus précisément la question de savoir comment un humain est capable de faire la différence entre quelque chose qui est dû au hasard et quelque chose qui est le signe d'un algorithme, d'un déterminisme quelconque. Et ça, c'est une question importante qui a été presque entièrement résolue il y a à peu près 20 ans, on va dire, sauf qu'il manquait un élément principal et cet élément est débloqué par la complexité algorithmique. C'est ce qu'on va voir, mais on va d'abord prendre un petit peu de recul et je vais vous montrer pourquoi la complexité, en réalité, ça intervient de manière souvent implicite dans de nombreux champs de la psychologie. En 2003, il y a eu cet article fascinant, je trouve fascinant en tout cas, du psychologue Nick Chater et de l'informaticien Paul Vitani. Alors Paul Vitani, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des grands spécialistes mondiaux de la complexité algorithmique, donc on va parler après. C'est-à-dire c'est une théorie mathématique, on peut dire mathématique, mais qu'on classe aussi en informatique théorique, computer science. Voilà. Et donc Nick Chater, psychologue, et Paul Vitani, informaticien, ont écrit ensemble un article d'opinion, si on veut, qui donne des arguments et qui montre, sur de nombreux exemples, que la simplicité, c'est-à-dire en fait la complexité, mais il voit ça de manière un peu inversée, mais ça revient au même, que la simplicité est un principe unificateur dans les sciences cognitives, et c'est pas tous les jours qu'en psychologie on a comme ça des principes unificateurs. Là, en l'occurrence, la simplicité, c'est arrivé. Alors, on va voir plusieurs exemples dont il parle assez rapidement, et puis ça ne fera pas le tour de la question du tout, parce qu'il donne vraiment beaucoup d'exemples. Mais voilà une des entrées possibles, disons tout de suite, de cette question de la simplicité ou de la complexité. Vous avez ici une image que vous interprétez tout de suite. Vous comprenez ce qui s'est passé. Un joueur de baseball a dû, juste avant qu'on prenne la photo, s'élancer et sauter dans l'air pour attraper une balle au vol. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'esprit humain ? Eh bien, ça nous apprend au moins une chose très importante, c'est que l'esprit humain est capable de prédire l'avenir. Alors pas à long terme, je ne suis pas ici pour vous convaincre qu'Elisabeth Tessier a raison non plus, pas à long terme, mais on est constamment en train de prédire ce qui va se passer dans les secondes qui suivent, et c'est ce qui nous permet d'adapter nos mouvements, par exemple. On ne peut pas sauter et attraper la balle si on n'a absolument aucune idée de l'endroit où elle se trouvera dans un dixième de seconde. Donc, notre cerveau, et c'est ce que disent tous les psychologues du courant bayésien, vraiment, notre cerveau est fait pour produire des modèles, prédire l'avenir. Alors, c'est des modèles du monde, c'est des modèles de psychologie, des modèles de physique, etc. Quand vous vous allez à un rendez-vous, vous devez demander quelque chose à quelqu'un, par exemple, vous pouvez imaginer des situations plus ou moins probables qui pourraient se produire, et vous savez lesquelles ont des chances d'arriver, lesquelles n'ont aucune chance d'arriver, même si c'est assez grossier. Voilà, on peut prévenir aussi l'avenir psychologique. Et là, en l'occurrence, on a la preuve qu'on peut prévenir l'avenir physique et savoir quand vous voyez la balle partir dans l'air, eh bien vous savez déjà à l'avance à peu près où elle va retomber et c'est ça qui vous permet de sauter pour l'attraper.
Alors ça veut dire qu'on est capable de faire des modèles du monde. On modélise le monde et on est capable de voir donc, dans notre modèle ce qui va se passer pour la balle de baseball par exemple où elle va tomber. Ça veut dire aussi si on est capable de produire des modèles et de sélectionner les bons, ça veut dire qu'on a une méthode pour sélectionner les bons modèles. Ce que disent les psychologues du courant bayésien, c'est que tous les humains font exactement comme les scientifiques, qui sont aussi des humains, en suivant la règle, le rasoir d'Occam, tout simplement. C'est-à-dire que quand plusieurs modèles sont possibles, on choisit le plus simple. Voilà, pour le dire très simplement, le rasoir d'Occam, c'est ça. Ça veut dire que quand vous voyez la balle arriver, elle a commencé une trajectoire parabolique à peu près, eh bien vous pensez qu'elle va continuer sa trajectoire parabolique. Mais ce qui est assez fort, c'est que vous êtes capable de faire des modèles plus compliqués, et pour ceux qui jouent depuis longtemps au ping-pong, par exemple, eh bien vous savez quand la balle part, que parfois il y a un effet qui fait que sa trajectoire n'est pas plane. Donc c'est pas une parabole simplement, il y a aussi un effet qui fait qu'elle tourne, et vous êtes capable encore de prédire où elle va arriver en adaptant votre modèle. Donc on n'a pas juste un modèle complètement figé de déplacement des corps dans l'espace, on a des modèles et on est capable de sélectionner très rapidement le modèle le plus simple qui s'adapte à la situation. Un exemple beaucoup plus élémentaire où il est encore question de modèle et de sélection des modèles les plus simples, c'est la question de la perception. Ici, vous avez juste pour illustrer une illusion très classique, l'illusion de Shepard, dont vous a représenté, ici vous voyez probablement 2 tables ou bancs ou quelque chose de ce genre-là. Sur l'écran, vous voyez que c'est représenté, le dessus de la table ou du banc, ce que vous voyez, c'est représenté à peu près par un parallélogramme. Et vous voyez donc 2 parallélogrammes qui correspondent aux 2 éléments de la table, aux éléments des 2 tables, pardon. Et vous avez l'impression, si vous êtes comme tout le monde, que les 2 parallélogrammes n'ont pas du tout la même forme, alors qu'en réalité, c'est exactement le même. C'est-à-dire que le 2e parallélogramme est obtenu par une rotation de 90 degrés à partir du premier, ce qui est totalement contre-intuitif. Alors pourquoi c'est contre-intuitif ? Pourquoi on ne voit pas ça ? Parce que notre cerveau, et par des mécanismes inconscients auxquels on n'a pas accès, analyse l'image, l'interprète, et en l'occurrence, vous savez, parce que c'est ce que vous voyez, l'interprète comme une représentation d'une scène tridimensionnelle. Et les dimensions qu'on voit, ce sont les dimensions qu'on aurait si on voyait ça, avec un œil par exemple, si on voyait ça, les dimensions du dessus des 2 tables seraient effectivement différentes. Mais sur le dessin, c'est les mêmes. Et tout ça, c'est interprété. Alors là encore, il y a tout un travail, donc un processus inconscient d'interprétation, mais évidemment, ce dessin peut être interprété de plein de manières, et notamment, il aurait pu être interprété, mais on n'y arrive pas, comme simplement une figure plane. Ça n'est pas le cas. Comment la sélection se fait ? C'est-à-dire comment on sait, ou comment le cerveau décide de nous faire voir une scène en 3 dimensions au lieu d'une scène en 2 dimensions ? Eh bien, là encore, il est question de sélection de modèles, évidemment. Et ce que disent donc les psychologues qui travaillent là-dessus, et plutôt dans le courant bayésien, mais pas seulement d'ailleurs, c'est qu'on sélectionne le modèle sur l'un des 2 critères suivants. Et là, il y a 2 écoles en fait, qui s'affrontaient depuis assez longtemps, lorsque Chater est venu mettre son grain de sel dans les années 97, une publication en tout cas en 97. Donc il y avait 2 écoles. Une première qui disait le cerveau sélectionne, donc ce qu'on vient de dire tout à l'heure, le modèle le plus simple, c'est-à-dire donc ensuite le rasoir d'Occam, et une 2e interprétation qui est de dire le cerveau sélectionne le modèle le plus probable. Et donc là, c'est l'histoire de la vraisemblance. Est-ce qu'il est vraisemblable que ce soit une table ? Eh bien là, on pourrait dire, bah oui, parce que les tables, c'est fréquent, par exemple, des choses comme ça. Voilà, ce que montre Chater, mais dont on va en reparler aussi, c'est simplement une conséquence mathématique de la définition de la complexité, c'est qu'en réalité, simplicité et vraisemblance ne s'opposent pas, et que même d'un certain point de vue, alors en simplifiant un petit peu, disons, ça revient au même. C'est-à-dire que sélectionner le modèle le plus simple ou sélectionner le modèle le plus probable, eh bien finalement ça aboutit au même modèle, à la même représentation, et donc les 2 écoles avaient tort de se bagarrer, en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça. Alors dans tous ces cas, vous voyez, si on parle de simplicité, que ce soit pour la perception ou dans la sélection de modèles pour prévoir ce qu'on va faire comme action plus tard pour attraper la balle, par exemple, eh bien, il faut cette notion de simplicité.
Et comment on mesure la simplicité, ou plutôt on va parler de complexité, mais qui revient au même, eh bien en mathématiques, en informatique, il y a une mesure qui s'est imposée comme de très loin la meilleure parce qu'elle est universelle, parce qu'elle elle réunit de nombreuses qualités, donc, si j'ai le temps je vous en dirai un mot, qui est la complexité algorithmique. Alors avec quand même ce bémol, c'est que la complexité algorithmique dont je vais vous parler maintenant ne s'applique qu'à des suites de symboles, et donc on ne va pas parler par exemple de la complexité d'une scène, quelque chose de continu, on ne saura pas faire, on ne peut pas parler de la complexité d'une structure non plus, hein. On ne parle pas ici de complexité structurée, on parle de complexité aléatoire si on veut, mais chaque fois qu'on peut se ramener à une suite de symboles, donc, ou une suite de couleurs par exemple, hein, c'est-à-dire que une image, si elle est pixelisée, on peut l'analyser comme ça, eh bien on va pouvoir déterminer sa complexité algorithmique, que je vais vous définir tout de suite. Alors la complexité algorithmique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour le dire en un mot, c'est la longueur du plus court programme qui permet de produire la suite. Et je vous donne tout de suite un exemple pour que vous compreniez. La complexité algorithmique, par exemple, de la suite, je prends une suite de pile ou face, c'est-à-dire pile face, pile face, pile face, pile face, comme ça qui se répète une centaine de fois, eh bien, cette suite-là, je peux la décrire en quelques mots, comme je viens de le faire. Je dis c'est pile-face qui alterne une centaine de fois, ou c'est pile-face qui se répète une centaine de fois. Comme je peux le décrire très brièvement, je peux aussi écrire un programme informatique qui va être écrire pile-face et recommencer 50 fois cette opération. Très court, beaucoup plus court que la suite, et qui permet de produire la suite. Ça veut dire que la suite est simple. A l'inverse, si vous prenez une suite de pile ou face complètement aléatoire, vraiment aléatoire, on va dire que vous avez vraiment tiré, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait aucune structure, pas de répétition, pas de symétrie, rien du tout qui vous permette de décrire la suite simplement, et donc rien du tout non plus qui vous permette de la compresser ou d'écrire un programme qui va créer cette suite-là. Dans la plupart des cas, si vous avez une suite aléatoire, le plus court programme qui permet de produire la suite, c'est le programme qui dit écrire, et puis ensuite vous recopiez la suite que vous avez besoin de recopier. Et donc le programme est aussi long que la suite, et quand la suite est très longue, eh bien le programme du coup est très long lui aussi. Que ce soit au sein, en informatique théorique ou en psychologie, il n'y a pas vraiment de discussion sur le fait que la complexité algorithmique, c'est quelque chose qui est très bien et qui devrait être utilisé, mais il y a un ensemble de difficultés qui se posent. La première, c'est qu'on ne peut pas calculer exactement la complexité algorithmique de n'importe quelle suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme qui permet de trouver la complexité de n'importe quelle suite. Et ça a souvent été compris comme le fin mot de l'histoire. On s'est dit, puisqu'on ne peut pas calculer la complexité algorithmique, on va essayer d'avoir des approximations assez grossières, puis on se contentera de ça, et c'est ce qui a été utilisé pendant très longtemps. Parmi les approximations grossières, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a l'entropie, par exemple, et puis toutes sortes de mesures dérivées de l'entropie, donc l'entropie d'ordre supérieur, l'entropie locale, etc. Tout ça a été utilisé. C'est une approximation extrêmement grossière de la complexité algorithmique, puisqu'en gros, avec l'entropie, vous n'allez détecter qu'une sorte d'écart à la complexité ou au hasard. Alors, je peux dire complexité ou hasard parce que les deux sont synonymes dans le cadre de la théorie algorithmique de l'information dont on parle ici. Donc c'est une mesure extrêmement grossière, une approximation extrêmement grossière. Une autre méthode qui a été souvent utilisée, c'est simplement d'utiliser des compresseurs, des algorithmes de compression. Donc par exemple, pour faire simple, vous avez une image, vous l'enregistrez au format JPEG qui compresse sans perte, et puis vous voyez si vous obtenez un fichier beaucoup plus petit ou pas. Si le fichier est beaucoup plus petit, ça veut dire qu'il y a une méthode qui permet de décrire l'image sans perte d'information et en gagnant beaucoup de place. Et cette méthode-là, ça veut dire tout simplement qu'il existe une description courte et donc que la photo est simple. Dans ce sens-là, ça marche très bien. Par contre, dans l'autre sens, évidemment, si le résultat est aussi gros que l'image de départ, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça vous dit seulement que soit l'image est complexe, soit elle est en fait simple, mais pour la décrire, il faut utiliser des choses qui n'ont pas été implémentées dans l'algorithme de compression. Donc on a là encore, on a une inégalité, disons, mais on ne connaît pas grand-chose. C'est une approximation loin d'être suffisante. Alors je vais passer rapidement parce que je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ce que je voulais dire, mais simplement, la complexité algorithmique, c'est aussi lié à une autre notion extrêmement importante qui est la probabilité algorithmique. Je vous en dis juste un mot parce qu'après c'est important. La probabilité algorithmique, qui s'appelle ici dans la formule M de S, et K indice M, c'est la complexité algorithmique. M de S, donc cette probabilité algorithmique, c'est quoi ? C'est la probabilité
qu'un programme choisi au hasard produise la suite. Voilà. Et du fait qu'il y a une relation entre complexité et probabilité, ce que nous avons pu faire, et ça n'avait jamais été fait auparavant, notamment parce que ça demandait des ordinateurs assez puissants, c'est qu'on a fait un échantillon de programmes. Donc, en gros, ça revient à faire ça revient à tirer des programmes aléatoires, regarder ce que ça donne. La plupart du temps, ça donne rien, le programme s'arrête jamais, ou alors il s'arrête tout de suite, sans rien produire. Et de temps en temps, le programme écrit quelque chose, puis s'arrête, et quand c'est le cas, quand il écrit quelque chose et s'arrête, on regarde ce qu'il a écrit, et on a fait ça avec des dizaines de milliards de programmes différents. Ça a demandé des mois de calcul sur un super ordinateur. Et à la fin, on a pu déterminer comme ça cette fameuse probabilité algorithmique, qui est donc la probabilité d'obtenir telle ou telle suite avec un programme choisi aléatoirement. On n'a évidemment pas obtenu toutes les suites possibles, on a obtenu toutes les suites jusqu'à une longueur de 11, je crois, en tout cas 10, c'est sûr. Et on a donc cette table avec toutes les suites possibles jusqu'à une longueur de 10 ou 11 et la complexité correspondante. Et ça a été implémenté, donc pour ceux qui utilisent R, je vous engage à aller voir dans un package qui s'appelle ACSS et qui vous renvoie donc la complexité de n'importe quelle suite jusqu'à une longueur de 11 assez rapidement. Voilà, j'en dis pas plus parce que je voudrais passer à quelques exemples d'utilisation de la complexité algorithmique en psychologie dans différents domaines, et vous allez voir que c'est assez varié. Voilà, un premier domaine où ça a été utilisé, c'est la question de la mémoire de travail, l'étude de la mémoire de travail. Alors ça, c'est un article qui vient tout juste de sortir il y a 2 semaines, où on a étudié, alors la courbe n'est pas tirée de l'article, mais on a fait la même chose dans l'article, où on a étudié le rappel immédiat de suites de couleurs, donc on peut imaginer des suites de symboles, peu importe, donc dans des tâches de type mémoire de travail ou même mémoire à court terme, tout simplement. Donc on a des suites de symboles et on doit les rappeler tout de suite. Voilà. Alors vous savez évidemment que plus la suite est longue, plus c'est difficile de le rappeler, et qu'en moyenne les gens rappellent des suites de longueur 1, 7, plus ou moins 2, donc au maximum, disons entre 5 et 9. Seulement, vous savez aussi, évidemment, si vous avez une suite de lettres quelconque de longueur 12, vous n'allez pas pouvoir la retenir en mémoire immédiate. Par contre, s'il y a une structure, si je vous dis ABCDEF, 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 par exemple, et ben voilà une suite beaucoup plus longue que vous n'avez aucune difficulté à retenir. Pourquoi ? Les psychologues disent parce que on a recodé en mémoire à court terme ce que je viens de vous dire, et quand je vous dis ABCDEF, ABCDEF, vous codez, par exemple, 2AAF 3 fois. Voilà. Et donc, recoder, ça veut dire quoi ? Ça veut dire compresser. Et si on peut compresser, ça veut dire que la suite est simple. Et si on compresse de manière optimale, ce qu'on va obtenir à la fin comme longueur de suite recodée dans votre tête, c'est ce qu'on appelle la complexité algorithmique. Et alors ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que la complexité algorithmique, effectivement, ça permet de prédire le rappel d'une suite beaucoup mieux que la longueur de la suite. Ce qui est important, c'est la complexité et non pas la longueur. Et si vous fixez des suites de même longueur, plus elles sont complexes, moins elles sont rappelées. Un autre domaine étonnant, on utilise aussi la complexité algorithmique, sur une idée qui avait déjà été énoncée il y a 20 ans, mais qui n'a pas pu être appliquée parce qu'il n'y avait pas cette estimation fiable de la complexité algorithmique, c'est l'étude de l'évolution des langues. Une des hypothèses des chercheurs en sciences cognitives concernant les langues et surtout l'émergence des structures dans les langues, parce que toutes les langues sont structurées plus ou moins, elles sont plus ou moins simples, même après la réforme elles restent compliquées, mais enfin elles sont quand même structurées, tout n'est pas n'importe comment, c'est pas une correspondance purement arbitraire entre des suites de sons et des objets. Et cette structure, on se demande d'où elle vient, et une des réponses apportées par les psychologues, c'est qu'elle vient du fait qu'on transmet la langue de génération en génération, et que chaque génération ne peut pas apprendre quelque chose de trop complexe. Et donc s'il y a une irrégularité dans la langue, eh bien soit elle va être régularisée dans la suite par la génération future, soit elle va être oubliée, et on va conserver que des choses plus simples. Alors pour étudier ça de manière expérimentale, ce qu'on fait souvent, c'est des expériences de téléphone arabe. Voilà, d'apprentissage itéré, on peut appeler ça aussi. Alors ça veut dire que, là je vais vous le montrer, ce qu'on a fait nous dans cet article paru en 2015, c'est qu'on a montré, alors c'était pas sur des mots du tout, c'était des grilles, comme ça on avait placé une douzaine de points, de jetons, et donc la première personne voit la grille avec les jetons pendant 10 secondes, ensuite on enlève la grille et les jetons, on lui donne une grille vierge et 12 jetons qu'elle doit replacer sur la grille, et ce qu'elle a fait, on le montre à la deuxième personne. Ce qu'a fait la deuxième personne, on montre à la troisième personne, etc., etc. Et vous voyez qu'au fil
de la chaîne. Ici, on voit se modifier les formes, les patterns, et en général, ça va vers plus de simplicité, moins de complexité. C'est ce qu'on a pu effectivement mesurer grâce à cette mesure de complexité algorithmique. Voilà, je vais passer maintenant directement à cet exemple-là. Alors ça, c'était dans une expérience publiée par Matthews en 2013, et ça aborde la question donc, qui nous intéresse principalement de la perception du hasard. Vous voyez ces deux suites de X et O. Alors dans l'expérience, c'était présenté comme ça. On disait que les suites de X et O, en fait, X et O représentaient les deux alternatives possibles, les deux issues possibles d'une alternative. Donc ça peut être par exemple des pile ou face ou des réussites, échecs, etc. Et c'est des manières donc de représenter simplement des suites binaires. Et on disait certaines de ces suites sont aléatoires, on les a obtenues avec une pièce par exemple, et d'autres ont été obtenues non pas de manière aléatoire, de manière déterministe. Alors soit à partir d'un calcul, soit c'était les résultats, il y avait ça comme exemple dans l'article de Matthews, les résultats de réussite ou échec d'une équipe de baseball ou des choses comme ça. Voilà, donc quelque chose de pas aléatoire. Et la question posée aux personnes interrogées, c'est essayez de dire si d'après vous, pour chacune de ces suites, elle est due au hasard ou pas due au hasard. Et en fait, les humains sont tout à fait capables de faire ça. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que beaucoup vous répondent que c'est absurde comme question puisque les probabilités sont les mêmes. Il n'empêche qu'ils sont globalement d'accord et que ici, par exemple, la première suite paraît beaucoup plus probable, beaucoup plus aléatoire, disons, que la seconde. Donc on a compris évidemment que ça pouvait se justifier avec la complexité algorithmique, mais je vais un petit peu préciser. En fait, ça peut se justifier encore mieux par la probabilité algorithmique. Si nous sommes véritablement des animaux bayésiens et que nous raisonnons selon les principes des probabilités et notamment de la formule de Bayes, eh bien la question qu'on nous pose ici, c'est la question de savoir si une suite, que j'appelle S, qui est ici, est due au hasard ou pas. Alors le fait qu'elle est due au hasard, je vais appeler ça l'événement R comme random, et donc P de R sachant S, c'est la probabilité que la suite a été produite au hasard sachant qu'on a observé cette suite, d'accord, et ce qui va nous permettre donc de décider si oui ou non cette suite est aléatoire. Donc c'est une question de décision et de raisonnement probabiliste si on veut. Alors la formule de Bayes nous dit ça, nous dit que la probabilité que S soit aléatoire, c'est la formule que vous avez ici. Alors dans cette formule, regardez les différents éléments. R, ça veut dire est aléatoire. D, c'est simplement la négation de R, c'est-à-dire que la suite est déterministe. Nous avons besoin, pour calculer la probabilité que la suite soit aléatoire, sachant qu'on a obtenu cette suite, que je vais appeler à partir de maintenant le vrai hasard, entre guillemets. D'accord ? Pour calculer ce vrai hasard, nous avons besoin des éléments suivants. D'abord, il y a P de R, qui est la probabilité a priori que c'est aléatoire, et P de D, la probabilité a priori que ça n'est pas aléatoire. Ça, c'est des données subjectives, et on va les fixer arbitrairement à 1,5, comme on fait habituellement. Donc, c'est pas ça qui pose vraiment problème. La probabilité d'observer la suite, sachant qu'on a un processus aléatoire, c'est très simple. Si on a une suite de longueur 10, je crois que c'est de longueur 10, ou peut-être 12, dans ce cas, c'est simplement 1,5 puissance 10. D'accord, ça ne pose aucune difficulté. Et donc il reste un seul élément problématique, c'est la probabilité d'obtenir une suite, sachant que le processus qui a produit la suite est déterministe, mais on ne sait rien sur l'algorithme qui a permis de produire la suite. C'est ce fameux P de S sachant D qui n'a aucun sens. Eh bien, il y a 20 ans, voilà où on était. Les psychologues, donc ils étaient arrivés là et en gros ils étaient bloqués ici en disant voilà, il y a ce probabilité d'observer S, mais sachant que c'est produit par un algorithme déterministe dont on ne sait rien, ça n'a aucun sens et donc on ne peut pas aller plus loin. Peut-être on peut étudier la manière dont les gens imaginent ça. Eh bien maintenant qu'on a une estimation fiable de la complexité algorithmique et surtout de la probabilité algorithmique, on peut faire beaucoup mieux puisqu'évidemment vous avez reconnu dans ce P de S sachant D rien d'autre que la probabilité algorithmique de S. C'est exactement ça. Et donc on peut calculer maintenant explicitement pour une suite donnée ce P de R sachant S, ce vrai hasard qui devrait, disons de manière normative, si on suit complètement la théorie algorithmique de l'information, avec la probabilité algorithmique, je peux calculer ce truc-là, et ça a un sens. Et quand on compare ce sens à ce que les gens répondent sur différentes suites, qui ont été choisies simplement en fonction de leur complexité, mais pas en fonction des réponses des gens, eh bien on observe une assez bonne corrélation.
Et c'est ce qu'on a publié, même si ce n'était pas le thème principal de l'article, mais c'est ce qu'on a publié notamment dans cet article en 2015, où vous savez donc en abscisse le vrai hasard calculé, donc comme je viens de vous le montrer, et en ordonnée, ce qui s'appelle le hasard subjectif, c'est en fait le score de hasard moyen donné par les gens. C'est-à-dire 200 ou 400 personnes ont répondu à une expérience, une question du même genre que dans l'article de Matthews, et on a fait la moyenne. Donc plus on est haut, plus les gens considèrent que c'est aléatoire, et vous voyez que globalement, plus le vrai hasard est élevé, plus les gens considèrent que la suite est aléatoire. Alors évidemment, c'est pas parfait, même pour de la psychologie. De toute manière, on ne s'attend jamais à quelque chose de parfait pour la psychologie, mais il peut y avoir des décalages, notamment parce que on imagine bien que certaines suites peuvent être, par exemple, simples, et donc avoir une forte probabilité algorithmique, mais si elles sont simples à cause d'une structure qui n'est pas immédiatement perceptive, eh bien, les gens ne vont pas l'apercevoir, et donc ça va faire comme ça un décalage. C'est peut-être ce qui s'est passé qui explique la petite divergence. Mais il n'empêche qu'on a une bonne corrélation, et on a pu le constater à d'autres occasions, entre le vrai hasard et le hasard subjectif. Voilà, j'ai largement dépassé mon temps, donc je m'arrête ici. Merci et à bientôt.